Dans le résumé d'aujourd'hui, on va parler de 5 règles autour du thème de la psychologie de l'argent. Mais d'abord, je vais te demander de te projeter 2 petites minutes dans la configuration suivante. On va refaire toute l'histoire de ta vie, sauf que cette fois, tu vas naître à la campagne dans une famille pauvre. Tes parents travaillent beaucoup, mais n'ont pas les moyens de s'offrir une voiture. Et du coup, tu dois marcher 6 km par jour pour te rendre à l'école. Ta vie d'adulte n'est guère plus luxuriante puisque tu n'auras pas vraiment un boulot gratifiant. Plus précisément, tu vas bosser dans une station-service où tu vas faire un peu de caisse et un peu de mécanique. Tu vas faire ça pendant 25 ans, mais honnêtement, tout ça est très fatigant. Donc, pour ce qu'il te reste à tirer, tu vas trouver un boulot de concierge à mi-temps avant de prendre ta retraite. Puis, tu vas passer tes vieux jours à vivre de la même façon, avec des plaisirs simples, et ça t'ira très bien comme ça. Et quand arrivera l'heure de quitter ce bas monde, tu laisseras derrière toi la petite somme de 8 millions de dollars. Pas la peine de régler le volume de tes écouteurs, tu as très bien entendu. J'ai pas dit 8000, j'ai dit 8 millions. Pompiste, concierge, 8 millions de dollars. Cette histoire, c'est celle de Ronald Read, un Américain qui est décédé en 2014. À l'époque, il a fait la une des journaux parce que personne ne se doutait du fait qu'il avait accumulé une somme pareille. Mais la question c'est, comment a-t-il fait ? Sans plus attendre, voici son histoire. Allez, salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Le but de placer cette anecdote dans le livre qu'on va résumer aujourd'hui et qui s'appelle La psychologie de l'argent, c'est de démontrer que tout le monde peut le faire. Pas besoin d'avoir un gros capital, ni un gros revenu, ni un gros cerveau. Avec le bon état d'esprit, tout le monde peut devenir riche et même, dans le cas qu'on vient d'évoquer, très riche. Mais comme toujours, un résultat extraordinaire implique un sacrifice extraordinaire. Parce que pour en amasser autant, l'ami Ronald, il a dû vivre hyper frugalement. C'est pour ça que personne ne s'est douté de l'étendue de sa fortune. Parce qu'au final, il avait toujours les mêmes fringues, il a toujours gardé sa vieille Toyota, et d'ailleurs, il paraissait tellement pauvre qu'une fois, le patron d'un resto lui a même offert le plat parce qu'il était persuadé qu'il pouvait pas se le permettre. Et l'argent économisé, il l'a fait travailler. Il a fait en sorte de lui faire faire des bébés en l'investissant en bourse. Plus précisément, dans ce qu'on appelle des blue chips, c'est-à-dire des boîtes solides à grosse capitalisation et qui versent de gros dividendes. Et comme il est mort à 92 ans, voilà, les intérêts composés, ils ont le temps de tourner en sa faveur et de lui générer une rente passive. Je précise aussi que si tu es complètement perdu par tout ce que je viens de dire, je t'invite à mettre cet épisode sur pause. Ceci pour écouter celui dans lequel je parle du livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. C'est vraiment une référence en matière d'investissement et de finances perso, il ne pourra que t'aider. Quoi qu'il en soit, selon l'auteur du livre, l'argent n'est pas une science exacte, c'est plutôt une soft skill ou compétence douce. Donc c'est la façon dont tu agis qui va déterminer tes résultats et pas ton niveau d'études. Si un concierge a pu devenir millionnaire et même multimillionnaire, toi aussi tu peux le faire. Ça va juste dépendre de la façon dont tu vas agir avec ton argent. J'ai tiré pour toi 5 conseils que l'auteur donne dans son livre et qu'on va voir maintenant. Conseil numéro 1, jamais assez. Admettons qu'au mois de décembre, ton employeur t'offre un bonus de 10 000 €. Tu vas en être très content, normal, mais tu le seras un peu moins si tu apprenais qu'un de tes collègues a obtenu un bonus du même montant. Ça fait partie des 2 choses que le système capitaliste a créées, à savoir des riches et des jaloux. Si autant de gens veulent devenir riches aujourd'hui, c'est parce qu'ils voient que d'autres personnes ont réussi à le faire. D'une certaine façon, la réussite d'autrui nous pousse à nous surpasser. On se compare aux autres et on désire les mêmes résultats qu'eux. Alors bien entendu, cette compétition, elle a ses bons côtés. Elle nous incite à nous dépasser et à être plus productifs. Mais à côté de ça, elle peut aussi nous faire nous sentir inutiles. Pourquoi est-ce que mon voisin a une belle maison, une belle voiture et une belle nana, alors que moi, pas vraiment ? En fait, c'est un peu la logique d'une image qui tournait beaucoup sur internet à une certaine époque, où tu voyais un gars marcher à pied et regarder un autre gars à vélo en disant « Ah, quelle chance il a d'avoir un vélo, moi aussi j'aimerais en avoir un ». À son tour, le gars sur le vélo regardait à côté de lui et se disait « Ah, lui il a une voiture, moi aussi j'aimerais en avoir une ». Et le gars en voiture se disait à son tour « Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir un gros 4x4 ». Et en fait, je te la fais courte, mais l'histoire continuait comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au jet privé et au yacht. La morale de ça, c'est qu'on regarde toujours ce que le voisin possède et ça nous frustre plus qu'autre chose. Il y aura toujours quelqu'un qui aura un truc de plus que nous et on n'arrive plus à se satisfaire de ce qu'on a, on en veut toujours plus. Le problème, c'est que ce genre de comparaison stupide, ça a mené certaines personnes à faire des conneries, voire ça les a menés à leur propre perte.
Quand la jalousie et l'ego interviennent en termes d'argent, c'est rarement une bonne chose. Ainsi, certains ont tenté des effets de levier sur des investissements en crypto, puis ont fini par tout perdre et se suicider. D'autres ont commis des délits d'initiés, ce qui a fini par leur coûter leur réputation, leur carrière et aussi leur liberté. C'est pour ça que toutes ces histoires de liberté financière, etc., c'est très bien. On est d'ailleurs à fond là-dessus sur cette chaîne. Mais fais juste bien attention à définir ce qui est assez pour toi, et donc à bien définir là où tu dois t'arrêter. Conseil numéro 2, la folie est dans l'œil de celui qui regarde. Au premier abord, on pourrait penser que beaucoup de gens agissent de façon irrationnelle avec leur argent. Certains ont les mains trouées et dépensent 600 € alors qu'ils en ont 500, tandis que d'autres se mettent en mode survivaliste et planquent tout sous le matelas. Mais au fond, on a chacun nos histoires, chacun nos parents, nos éducations et nos expériences. Et c'est important de comprendre qu'on a tous nos points de vue et nos idéaux. Un truc qui te paraît complètement con pourrait faire parfaitement du sens pour moi. Dans le livre, l'auteur donne l'exemple des tickets de loterie. Il nous dit que les foyers américains les plus pauvres dépensent plus de 400 $ par an en tickets de loterie, soit 4 fois plus que les foyers américains les plus aisés. Et dans le même temps, un tiers des Américains ne parvient même pas à mettre l'équivalent de 400 $ de côté pour s'en servir de fonds de sécurité. Schématiquement, ça veut dire que les classes pauvres achètent des tickets de loterie avec de l'argent dont ils ont besoin en cas de pépin. Ça peut paraître complètement con pour nous, mais si tu te mets à leur place, c'est parfaitement logique. Ils sont dans leur situation parce qu'ils n'ont pas l'éducation nécessaire à une carrière qui les rendrait plus fortunés. Ils n'ont donc pas de perspective d'évolution, ne peuvent pas mettre des sommes significatives de côté, ne peuvent pas se payer de vacances et ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans des grandes écoles, à l'université, sauf à s'endetter dangereusement. Donc voilà, ils ont cette volonté d'avoir une vie normale, sans problème d'argent, une vie plus sereine. Et cette vie, ils ne pourront l'obtenir qu'en gagnant au loto. Parce qu'évidemment, c'est pas la peine de leur proposer de faire de l'immobilier ou de la bourse, parce qu'ils n'ont bien souvent ni de capital, ni de capacité d'emprunt suffisante. Et on ne peut pas les blâmer pour ça, parce que la majorité de leurs revenus, il va passer dans des dépenses courantes. Tout ça pour dire que chacun a sa méthode pour devenir riche et qu'il n'y a pas de méthode universelle. Ça sert à rien d'imiter un plan d'action ou un portefeuille déjà tout fait, parce qu'on a chacun un capital de départ et des objectifs différents. Ainsi, quelqu'un qui est jeune et fauché aura une tolérance au risque plus élevée qu'un vieux millionnaire, parce qu'il sera dans l'optique de devenir riche, tandis que l'autre sera dans l'optique de rester riche. Inutile donc de copier le portefeuille de Warren Buffett en pensant que ça va forcément te rendre riche, parce que tu n'as pas le même âge, pas le même capital et donc pas les mêmes objectifs. Ça n'est qu'en raisonnant comme ça, en te mettant à la place des autres, que tu vas pouvoir mieux comprendre la société et, in fine, la psychologie de l'argent. Conseil numéro 3 est sans doute le plus important, paye le prix. Partons du principe que tu désires plus que tout acheter une nouvelle montre. Donc tu vas aller en ville un après-midi pour faire du lèche-vitrine et t'en choisir une. Pour toi, la montre idéale, ce serait celle qui va créer un waouh quand les gens la voient. Donc ce serait une montre plutôt qualitative, esthétique et pourquoi pas d'une marque un peu premium. Et pour avoir toutes ces qualités réunies dans un seul bijou, il va falloir en payer le prix. Enfin, tu peux toujours tirer la montre et te sauver en courant, mais c'est pas forcément un truc que je recommanderais. Tout ça pour dire que si tu veux la qualité, si tu veux obtenir quelque chose qui, selon toi, améliore ta vie, ça aura un coût et il va falloir en payer le prix. C'est la même chose pour l'investissement. Ça aura aussi un coût. D'abord, un coût moral, parce que tu vas devoir mettre de l'argent de côté et peut-être te priver un peu. Il y aura aussi un coût financier, parce que tu vas avoir des frais de courtage et des frais de gestion. Tout ceci sans compter le coût en termes de stress. Et en effet, en bourse, il faut avoir les nerfs bien accrochés parce que ça peut arriver, comme récemment, de voir ton portefeuille chuter de 20% en une semaine seulement. Même quand on est très long terme et qu'on sait que ça va remonter, sur le moment, on a quand même quelques doutes et quelques émotions qui rentrent en jeu. Imaginons par exemple que tu aies commencé à investir il y a 10 ans et qu'à cette époque, tu as réussi à prédire l'avenir prometteur de Netflix. Tu avais donc mis un gros billet dessus et aujourd'hui, voilà, ton capital, il a bien augmenté. Mais au final, si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu serais vraiment prêt à en payer le prix ? C'est-à-dire attendre 10 ans avant de toucher à ton capital, c'est-à-dire maintenir ta position dans une boîte dans laquelle par moment personne ne croyait plus. En 2011 par exemple, beaucoup d'utilisateurs se sont désabonnés de Netflix. Le mois suivant, l'action avait chuté de 80%. Imagine qu'à ce moment, tu aies besoin de cet argent et donc de matérialiser ta perte. Que dirait ton conjoint et tes enfants ? Est-ce que tu pourrais vraiment te tenir face à eux pour leur annoncer que ça va aller mais que cette année ils ne partiront pas en vacances ? Bon, évidemment, c'est un scénario exagéré, parce que moins 80%, ça n'arrive pas souvent. Et aussi parce que tu ne dois jamais tout miser sur une position, et encore moins avec de l'argent dont tu as besoin pour vivre.
Mais tu as compris l'idée. Il faut pouvoir choisir ses problèmes et les assumer parce que, spoiler, ils durent souvent plus longtemps que prévu. Mais souvent, un risque est associé à un rendement. Donc voilà, il faut toujours se demander quel risque tu es prêt à prendre pour espérer jouir d'un avenir meilleur. Leçon numéro 4, signe noir. Quel est le point commun entre les crises financières, le Covid-19, la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale ? Réponse. Tous ces événements ont à la fois eu une influence sur les marchés financiers, mais aussi sur notre culture. C'est-à-dire qu'on ne vivait pas de la même façon avant et après. Leur dernier point commun, et c'est celui qui va nous intéresser, ils étaient pratiquement impossibles à prédire. C'est ce qu'on pourrait appeler des Black Swan ou signes noirs. On n'en a pas forcément parlé quand on a résumé le livre de Chris Voss, mais dans son ouvrage Ne coupez jamais la poire en deux, il parle beaucoup de cette notion. Donc si ça t'intéresse, ma foi, ça te fera une raison de plus d'aller le lire. D'après la définition qu'on en donne généralement, un Black Swan, c'est un événement inattendu qu'aucune antériorité ne laissait présager. Même si certains disent a posteriori qu'on aurait pu l'anticiper, c'est le fameux biais de rétrospection. En plus d'être inespéré, un Black Swan produit des effets importants, que ce soit sur l'économie ou sur la société par exemple. La leçon que tu as à en tirer, c'est que tu n'as jamais le contrôle à 100% sur les choses. À l'époque du Covid, j'étais le premier à dire que jamais de la vie le Covid n'allait arriver jusqu'à chez nous en France, et que jamais de la vie il n'arriverait à nous imposer des confinements. J'ai jamais été très bon en prédiction. Mais tout ça pour dire qu'en matière de finances perso, il faut donc être préparé à tout, que ce soit émotionnellement et financièrement. Une catastrophe qu'on ne peut pas prédire est très vite arrivée, l'actualité récente nous l'ayant démontré. Vaut mieux donc se préparer à toutes les éventualités en se diversifiant bien et en protégeant son patrimoine. Leçon numéro 5, le succès du pessimisme. Tu serais probablement intrigué, voire captivé, si je te donnais une série de raisons pour lesquelles le marché boursier ou immobilier va s'effondrer au cours de cette année. Parce que c'est ce genre de nouvelles qui attire l'attention. Beaucoup l'ont très bien compris et c'est comme ça qu'on se retrouve toutes les 5 minutes avec des contenus qui parlent de l'énorme dette du gouvernement américain, du fait que les plans de relance vont créer une inflation à 3 chiffres, ou encore, simple et efficace, du retour du Covid. Même des types sérieux comme Kiyosaki se mettent maintenant à annoncer des cracks tous les 4 matins. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y a forcément l'un d'eux qui aura raison et qui viendra te dire après coup qu'il avait vu le truc venir. Parce qu'on a un biais cognitif de négativité qui fait que les mauvaises nouvelles, même potentielles, ça fait cliquer. Parce que si à l'inverse, je te disais preuve à l'appui que les choses vont s'améliorer à l'avenir, tu ne me croirais qu'à moitié. Pourtant, les bonnes nouvelles vont bon train. On a une augmentation de l'espérance de vie, les énergies vertes se développent et deviennent plus abordables, les ordinateurs sont de plus en plus performants et peut-être même que dans quelques années, on vivra sur la Lune. Si je produisais un épisode qui ne parlerait que de trucs comme ça, tu me dirais probablement des trucs comme c'est pas vérifiable, c'est fantaisiste, c'est pas au point ou encore je me désabonne. Parce que quelqu'un d'optimiste, il va paraître naïf, tandis que quelqu'un de pessimiste, on va considérer qu'il est plus réaliste. Parce que biais cognitif de négativité et aversion à la perte. Je vais pas te refaire le topo à chaque fois. Du point de vue de l'évolution, celui qui se méfie du plus de trucs, c'est celui qui a le plus de chances de survie. C'est aussi simple que ça. En plus, les bonnes choses prennent du temps à arriver et ne sont pas forcément couvertes par les médias, ce qui fait qu'elles passent inaperçues. Tandis que les mauvaises choses, elles sont souvent plus soudaines et produisent des effets plus immédiats. Si le livre parle de ça, c'est pour te dire de faire gaffe à tes propres émotions, parce qu'en finance perso, il faut savoir être lucide et avoir un regard objectif sur l'avenir, donc ni fantaisiste, ni catastrophiste. Et ce petit rappel de psychologie humaine, il a aussi pour but de te préparer à être un bon investisseur. Le marché, qu'il s'agisse du marché des cryptos, du marché IMO ou tout simplement de la bourse, il va réagir parfois très violemment et il faudra que tu puisses encaisser ça sans te mettre à tout vendre parce que voilà, c'est la fin du monde, un gourou l'avait prédit et on va tous mourir. Si tu ne sais pas maîtriser tes émotions et en particulier ton aversion à la perte, tu ne pourras tout simplement pas t'enrichir. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et si t'es sur Spotify, surtout, n'oublie pas de me mettre 5 étoiles. Je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. C'était ebook. Ciao ciao.